Bonjour, alors dans le cadre de travail final pour le cours PPA 33661, j'ai créé un outil de synthèse qui consiste en une carte conceptuelle qui inclut tous les grands thèmes et modèles que nous avons vus en classe, en établissant différents liens entre eux. Cet outil va permettre une analyse raisonnée dans l'étude de cas qui pourrait être théorique, tout aussi bien comme pratique lors du stage ou lors de ma pratique future. Alors regardons ça de plus près. Pour soutenir les élèves ayant des besoins particuliers, il faut tout d'abord se poser la question de qui parle-t-on quand on parle des élèves ayant des besoins particuliers. Dans le FSC, il est distingué les élèves à risque des élèves HDA. Les élèves à risque, en fait, c'est les élèves qui sont à risque sur le plan du développement global au préscolaire ou à risque sur le plan des apprentissages et également les élèves à risque de décrochage scolaire. Des facteurs de risque peuvent être comme des élèves qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas le français comme langue maternelle. La deuxième catégorie sont les élèves HDA, donc qui sont les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. On distingue deux types d'élèves HDA, les élèves handicapés et les élèves en difficulté d'apprentissage. Les élèves handicapés, il y a 4 catégories, ceux qui présentent un TSA, les élèves également présentant une psychopathologie, ceux qui présentent une déficience langagière, c'est-à-dire une dysphasie sévère, et également ceux qui ont une déficience intellectuelle de moyenne à sévère. Pour ce qui est des élèves en difficulté d'apprentissage, il y en a 2 catégories. Il y a ceux qui présentent des troubles d'apprentissage et ceux qui présentent des difficultés d'apprentissage. Il faut les distinguer car ceux qui présentent des troubles d'apprentissage, c'est inné. On peut les aider, mais ça restera toujours un trouble qui sera présent. Alors que pour ceux qui présentent des difficultés d'apprentissage, on peut, avec des interventions efficaces, annuler complètement ces difficultés d'apprentissage. Il s'agit donc de difficultés temporaires, contrairement aux troubles d'apprentissage. Pour les troubles d'apprentissage, on peut distinguer notamment la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie et syndrome de dysfonction non verbale, alors que pour les élèves en difficulté présentant des difficultés d'apprentissage, on a le trouble du comportement, les élèves TDA ou TDAH et le trouble grave du comportement. Notamment également pour les élèves en difficulté d'apprentissage, on peut avoir ceux qui présentent une déficience langagière légère à moyenne, donc des cas de dysphasie, et également une déficience intellectuelle légère. On voit donc ici l'importance de bien comprendre à qui on s'adresse pour ensuite avoir des interventions adaptées selon les élèves. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aider, de soutenir ces élèves ayant des besoins particuliers? J'ai mis 4 éléments, mais c'est sûr qu'il pourrait y en avoir plus. Pour moi, il y a une volonté de favoriser l'inclusion et la réussite scolaire des élèves ayant des besoins particuliers. Également, le rapport COPEX faisait mention qu'il était important que chaque élève avait le droit d'être scolarisé dans le cadre le plus normal possible. Selon le ministère également, il faut tenir compte des capacités et des besoins des élèves afin de faciliter la réussite du plus grand nombre. Et il souhaite une école donc adaptée finalement à tous les élèves. Nous allons voir maintenant de quoi il s'agit quand on parle soutenir les élèves ayant des besoins particuliers. Selon les politiques émises par le ministère en 1999 et en 2003, on peut voir différents modèles qu'ils proposent qui viennent donner une meilleure définition de à quoi on s'attend pour soutenir les élèves ayant des besoins particuliers. Premièrement, si je regarde la politique sur l'adaptation scolaire en 1999, il y avait 6 axes, mais je parlerai principalement de la volonté à travers cette publication d'intégrer à la classe ordinaire les élèves HDA selon le principe de normalisation. Il faisait également référence à l'importance d'être préventif, d'avoir des interventions rapides et également il parlait d'une évaluation individuelle des capacités et des besoins. Pour l'intervention rapide, le gouvernement propose un plan d'intervention.
Il détaillera dans des publications futures davantage comment avoir un plan d'intervention adapté pour les élèves. Si on regarde par rapport à l'intégration à la classe ordinaire, ce principe rejoint le modèle d'intégration, où c'est l'élève qui doit s'adapter au système. Ce modèle correspond à une approche catégorielle et c'est par une évaluation diagnostique qu'on arrive à ce qu'on appelle le système en cascade, qui permet de classer les élèves selon leurs besoins et difficultés en 8 niveaux. Tout d'abord, l'école ordinaire, qui comprend les niveaux 1 à 5. Nous avons également l'école spécialisée, qui correspond au niveau 6. Puis ensuite, l'enseignement à domicile niveau 7. Et enfin, dans les cas les plus difficiles, l'enseignement dans centre d'accueil ou hospitalier niveau 8. La classe régulière, c'est des niveaux 1 à 4, alors que la classe spécialisée, c'est niveau 5. La classe régulière, elle se décompose de différentes façons. Premier niveau, tout va bien, pas de service. Niveau 2, là, on commence à donner des ressources à l'enseignant régulier. Niveau 3, c'est à la fois l'enseignant et l'élève qui vont bénéficier de services ressources. Niveau 4, l'élève va pouvoir participer à une classe ressources. J'ai fait la relation de ces différents niveaux selon les modèles de services que nous verrons plus tard. Si on revient aux différentes politiques du gouvernement, en 2003, la MEC a publié le cadre de référence pour l'établissement des plans d'intervention pour les élèves EHDA. Et là est apparu un nouveau critère important, c'était l'influence de l'environnement de l'élève sur la réussite scolaire, qui peut être soit un facilitateur ou un obstacle. Ils se sont rendus compte que l'évaluation individuelle des capacités et des besoins n'était pas suffisante pour répondre, pour permettre aux élèves de réussir. Il fallait également considérer l'impact de l'environnement. L'influence de l'environnement peut se décomposer en différents facteurs. On a les facteurs personnels qui comprennent le système organique, les attitudes ou les facteurs identitaires de l'élève. On a également ses habitudes de vie. Donc, on peut parler de ses activités courantes ou les rôles sociaux qu'il joue. Et également les facteurs environnementaux qui peuvent être d'ordre sociaux ou physique. Et cette influence de l'environnement sur l'élève a abouti à un nouveau modèle, qui est le modèle d'inclusion, où cette fois-ci, c'est le système qui va s'adapter à l'élève, contrairement au modèle d'intégration où c'était l'élève qui devait s'adapter au système. Et là, ça correspond cette fois-ci à une approche non catégorielle. C'est vers cette direction qu'on doit aller. C'est très important d'avoir une approche inclusive pour répondre au mieux aux besoins de tous les élèves. Le modèle d'inclusion qui a été mis en place au Québec s'appelle le modèle MDH-PPH pour modèle de développement humain processus du handicap. Ce modèle a été mis en place afin de comprendre comment les interactions entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux des individus pouvaient influencer leurs habitudes de vie en favorisant soit leur participation sociale ou en les mettant dans une situation de handicap. Donc, il s'agit vraiment d'un cadre pour l'analyse des caractéristiques et des besoins des élèves dans leur contexte de vie. Différentes approches découlent du modèle MDH-PPH. Nous avons la conception universelle de l'apprentissage, la différenciation pédagogique et l'apprentissage autorégulé. Si je commence par la conception universelle de l'apprentissage, c'est une approche préventive parce qu'elle tient compte de la diversité des apprenants et rend l'environnement pédagogique accessible pour tous dès le départ. Elle repose sur 3 principes. Celui d'offrir d'abord plusieurs moyens de représentation. Le deuxième principe, c'est qu'il est également important de fournir plusieurs moyens d'action et d'expression qui correspondent donc aux modalités d'évaluation. Et également, il est important de fournir plusieurs moyens d'engagement. La différenciation pédagogique est similaire à l'approche IUA, mais c'est une approche corrective. Elle a 4 axes de différenciation qui concernent les structures, les contenus, les processus ou les productions. Donc, quand on parle des structures, c'est différencier en ce qui concerne les modalités d'organisation de la tâche. On peut également différencier sur quoi la tâche va porter,
ou comment la réaliser, ou enfin comment présenter la tâche. Et elle repose sur 3 types de pratiques. C'est la flexibilité. Alors à ce moment-là, c'est des changements qui concernent tout le monde. On parle de choix disponibles, ou on peut parler d'adaptation. À ce moment-là, ça concerne seulement les élèves à besoins particuliers. Des aménagements sont mis en place. Il peut y avoir un plan d'intervention ou non. Et les mêmes critères d'évaluation vont être respectés pour ces élèves. Par contre, la modification, là, c'est pour le cas d'élèves à besoins particuliers où on va devoir faire une diminution des critères d'évaluation. Il y a donc des changements qui sont apportés avec un plan d'intervention, quoi qu'il en soit. Enfin, l'apprentissage autorégulé, qu'on peut appeler également apprentissage autonome, c'est une approche à la fois préventive et corrective parce qu'elle permet aux élèves de planifier leurs apprentissages, de contrôler ce qu'ils font, mais de s'ajuster si nécessaire et de s'auto-évaluer. Il y a 3 conditions importantes à l'apprentissage autorégulé. Il y a le vouloir, le pouvoir, puis les opportunités d'apprentissage autorégulé qui se présentent auprès de l'élève. En ce qui concerne le pouvoir, il s'agit de savoir est-ce que l'élève est capable d'interpréter les objectifs de l'activité, aussi bien au niveau des étapes et des ressources qui sont disponibles pour lui. Est-ce qu'il est capable de définir des objectifs personnels qui rejoignent ceux attendus par l'enseignante? Est-ce qu'il a de bonnes stratégies d'autorégulation? Et également, quelles sont les stratégies cognitives qu'il utilise? C'est vraiment en fonction de ce que l'enseignant observera dans sa classe, de ses élèves, de leur style d'apprentissage, des difficultés qu'ils rencontrent, des besoins qu'ils ont, que l'enseignant va choisir soit une approche CUA, soit la différenciation pédagogique ou un apprentissage autorégulé. Maintenant que nous avons vu de quoi il s'agit quand on parle des élèves ayant des besoins particuliers, qu'on a répondu à la question du quoi, nous allons voir comment peut-on soutenir ces élèves ayant des besoins particuliers. Il y a plusieurs approches à ça. Il y a l'intervention de l'enseignant par l'application du plan d'intervention et les approches pédagogiques que nous venons de voir, qui sont la CUA, la différenciation pédagogique et l'apprentissage autorégulé. Également, l'implication de la direction de l'école, des parents et de divers spécialistes sont des sources très précieuses pour soutenir les élèves en difficulté. Il faudra que l'enseignant prenne soin de collaborer avec chacun de ces partenaires-là. Si on parle de l'intervention de différents spécialistes, on peut distinguer le psychologue scolaire, l'orthopédagogue et d'autres spécialistes si nécessaire. Ces spécialistes-là, en collaboration avec l'enseignant, vont aboutir à ce qu'on appelle différents modèles de services qui sont possibles auprès de l'élève. Soit il peut y avoir des services directs auprès de l'élève à l'intérieur de la classe, qui correspond finalement à un modèle inclusif, où on peut voir du co-enseignement, du looping, le redoublement ou le décloisonnement. On peut également avoir des services de consultation par un orthopédagogue consultant ou une équipe de soutien à l'enseignant. Ça correspond également à un modèle inclusif. Et enfin, on peut avoir des services directs auprès de l'élève à l'extérieur de la classe, qui sont à ce moment-là plus un modèle intégratif, où l'élève peut être placé soit en classe spéciale ou dans une école spéciale, où il peut avoir également un cheminement particulier de formation. Alors on distingue 4 catégories de classes spéciales selon les besoins de l'élève ou également de la structure de l'école. On peut avoir des classes adaptées, des classes ressources, des classes spécialisées ou des classes d'appoint. Également, un point important pour comment soutenir ces élèves-là ayant des besoins particuliers, il y a le travail avec les pairs qui peut se faire soit par le tutorat ou par l'apprentissage coopératif, qui peut venir aider les élèves les plus en difficulté. Et l'aide technologique peut être extrêmement nécessaire également pour les élèves avec des besoins particuliers, mais également peut être vue comme une approche CUA pour tous les élèves. Alors pour résumer cette carte conceptuelle, en tant qu'enseignante, si je cherche à soutenir les élèves ayant des besoins particuliers, il va falloir que je me pose